On entend immédiatement les opérateurs crier et se demander entre eux « Est-ce que tu as vérifié le harnais ? Est-ce que tu as vérifié la traction ? On était sûr du harnais ?» C'est joyeux, coloré, ça crie de partout. C'est vraiment un endroit pour s'amuser et se lâcher. En fait, on vient chercher, je pense en premier lieu, une ambiance. Un espèce de cocon dans lequel on est un petit peu hors du temps. C'est l'endroit où les gens viennent passer du bon temps. Chaque année, 2 milliards de personnes fréquentent les parcs d'attractions et les fêtes foraines. « 2 milliards à frissonner dans ces manèges, créateurs de sensations fortes. Ces machines, aux technologies parfois complexes, semblent n'avoir aucune limite. Si ce n'est le détail, le petit grain de sable capable de tout faire basculer. Je me tenais à la barre avec mes 2 mains et je me rappelle juste qu'elle s'est détachée. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ce qui ressemblait alors à une journée idyllique tourne rapidement au scénario de film d'horreur. Devoir écouter et regarder cette vidéo fait partie des pires choses que j'ai dû faire dans ma vie. C'est juste terrifiant. Révélation sur 3 accidents parmi les plus graves de l'industrie des loisirs. Experts et constructeurs pointent le talon d'Achille de ces machines, censées garantir la sécurité de leurs passagers. On entend tout de suite les opérateurs crier, puis très vite demander « Est-ce que tu as vérifié le harnais ? As-tu vérifié la traction ?» Est-ce qu'on va rencontrer d'autres problèmes? Est-ce que les normes sont respectées par les opérateurs? Leurs manèges sont-ils bien entretenus? Victimes et témoins confient leur expérience. La barre de sécurité qui était sur la voiture a été retrouvée sous son corps. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on peut aller sur l'attraction la plus sûre d'un parc et ne jamais revenir. Attachez votre ceinture et préparez-vous pour un nouveau tour. Bienvenue au parc d'attractions, l'endroit rêvé pour s'amuser et expérimenter des sensations uniques. On passe son temps à enchaîner les attractions. C'est super exaltant. On s'amuse. C'en est même enivrant pour les enfants. Un peu comme le sucre et les bonbons. Il y a un côté très libérateur parce que forcément, quand on a eu peur, quand on va ressortir de l'attraction, on va être un peu euphorique, un petit peu être sur un petit nuage parce que on se sent vivant. Développée par des équipes d'ingénieurs chevronnés et selon des normes strictes, la grande majorité de ces attractions est d'une fiabilité à toute épreuve. Ce qui rend l'accident particulièrement étonnant lorsqu'il survient. Orlando, en Floride. La ville du sud-est des États-Unis a fait sa réputation sur le secteur très attractif des loisirs. Les gens viennent ici pour la plage, mais aussi pour les parcs d'attractions. Ils veulent tous monter sur des manèges.
Icon Park est l'un des complexes les plus réputés de la région. Depuis décembre 2021, il accueille l'Orlando Free Fall, la tour de chute la plus haute du monde. Son tronc métallique culmine à 130 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 30 étages. Il est équipé d'une nacelle circulaire dont la capacité d'accueil est de 30 passagers. Conçue pour recréer la sensation de chute libre, la nacelle est tractée jusqu'au sommet avant de tomber dans le vide à plus de 120 km/h. La sensation principale pour cette attraction, c'est la sensation d'airtime, donc la sensation de décoller de son siège lors de la chute. C'est une sensation de légèreté totale. Ça vous retourne l'estomac. Ça peut être à la fois excitant et terrifiant. Ouais, une sorte de bouffée de joie qui se traverse le corps. Et une fois qu'on arrive en bas, on se dit « c'est génial, je l'ai fait ». Et ce n'est pas tout. Arrivés au sommet, les passagers ont la surprise de voir leur siège basculer de 30 degrés vers l'avant. C'est comme si ça vous donnait l'illusion de planer au-dessus du sol. On est obligé de regarder vers le vide. Et donc, on fait face à ce qui va nous arriver. En fin de chute libre, de puissants freins magnétiques ralentissent la nacelle et l'entraînent jusqu'au sol, le point d'arrivée. Et donc, elle chute à 120 km/h et à la fin, elle arrive dans un système de freins magnétiques qui sont des freins en fait qui fonctionneront quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des freins alimentés. Et juste, plus la nacelle va aller vite, plus ça va freiner fort. Rien n'empêchera ce freinage. Sensation et sécurité garantie. Le free fall fait rêver autant qu'il fait frissonner les visiteurs du parc. Comme Tyree Sampson, 14 ans. Ce jeudi 24 mars 2022, à l'occasion des vacances, il visite le parc avec ses amis Dior et Léon. Sa mère l'appelait mon nounours. Au moment de son départ en vacances, elle lui a dit « Je t'aime, mon nounours. Amuse-toi bien. » Et le voilà parti s'amuser à Orlando. Tyree faisait 1,98 m et 170 kg. À 14 ans, il était 2 fois plus grand que ses camarades. C'était le géant que tout le monde adorait. À la fête foraine, il est comme tous les enfants de son âge. Il déambule entre les attractions, dans une ambiance barbe à papa. Il s'amuse comme les autres. Il est 22h55. Avant de quitter le parc, Tyree et ses amis se lancent. Ils s'installent à bord de la terrifiante Orlando Free Fall. Il faut savoir que ce jeune de 14 ans, c'est quelqu'un de forte corpulence. Et donc, il demande au préalable s'il peut monter en attraction, ce à quoi donc on lui répond oui, il n'y a pas de problème. Le poids du jeune homme, 170 kg, dépasse pourtant largement la limite autorisée. Ce genre d'attraction ne peut pas prendre en charge des personnes dont le poids excéderait 130 kg. Tyree pesait 170 kg, donc 40 kg de plus que le poids réglementaire. Mais un autre problème pèse sur la sécurité du manège. Il est situé à l'endroit même où Tyree vient de prendre place. « 22h57. Tyree et ses amis, que l'on voit ici, à gauche de l'image, attendent le départ de l'attraction. Pendant ce temps,
les 3 passagers filmés de face discutent avec l'un des opérateurs. Il n'y a pas de ceinture et pour cause, le harnais de l'Orlando Freefall suffit à maintenir les passagers en sécurité. L'outil est fiable et commun à de nombreuses autres attractions. Une fois actionné, il bloque les épaules et le haut des cuisses. Pour être efficace, il doit respecter un espace de 7 cm maximum entre son extrémité et celle du siège. Il y a des capteurs qui détectent la position minimum fermée et la position maximum fermée. Et lorsqu'on sort de cette plage de fonctionnement, l'ordinateur de l'attraction dit « on ne peut pas envoyer l'attraction puisqu'un harnais est trop ouvert ». Mais ce que Tyree ignore, c'est que son harnais est en réalité déréglé. Cette photo, réalisée quelques jours après le drame, montre une ouverture de 17 cm, plus de 2 fois la largeur autorisée. Une anomalie liée au décalage d'une pièce située à l'arrière du harnais. Cette pièce est un capteur. En temps normal, il détecte l'espace réglementaire entre le harnais et le siège et valide le départ auprès de l'ordinateur central. Mais pour accepter les personnes en surpoids, ce capteur a été volontairement déréglé par l'un des opérateurs. Il permet une ouverture bien plus large du harnais en position fermée, sans alerter la machine. Quelqu'un a déréglé 2 des sièges pour que l'attraction puisse accueillir des clients à plus forte corpulence. Ils ont utilisé une clé à molette et ils ont ouvert le harnais 10 à 12 cm de plus que ce qui était recommandé. Et à cause de cet ajustement, le système de verrouillage du harnais n'a pas bien fonctionné. Brian Avery est expert en sécurité des attractions. On n'est pas supposé faire une modification sur une attraction. Encore moins une modification aussi importante que celle-là. C'est dérégler totalement les paramètres du constructeur. Le harnais de Tyree n'est pas suffisamment fermé. Mais puisque rien n'indique qu'il y a un problème, l'attraction démarre. Ce qui fait qu'en fait, là, le jeune n'avait aucune sécurité. Il n'était absolument pas maintenu. Il était simplement entre 2 pièces en plastique. Après 15 secondes d'ascension, la nacelle de l'Orlando Freefall atteint le sommet de l'attraction. À 127 mètres au-dessus du sol, les sièges basculent vers l'avant. Suspendus au-dessus du vide, les passagers sont prêts pour le grand frisson. Donc à ce moment-là, on va plus solliciter le harnais, donc se reposer dessus. Il ne faut pas oublier que le jeune homme qui est monté dedans, lui n'était pas bien maintenu à ce moment-là. Un surpoids qui, combiné au défaut du harnais, va lui être fatal. La scène est aussi rapide qu'insoutenable. What's your emergency? The ride was going, and during the middle of the ride, the guy just came off. Tyree a fait une chute mortelle de 20 mètres.
I seen him hit the ground. Flopped. It was the biggest smack I ever heard in my life. I'm right next to him. He's face down. There's blood everywhere. He's not breathing. I've checked his pulse. There's no pulse. I have to confirm. Is he awake at all? No, I believe he's dead. Okay. Is he breathing at all? No, he's dead. He's dead. He's dead. On entend immédiatement les opérateurs crier et se demander entre eux « Est-ce que tu as vérifié le harnais ? Est-ce que tu as vérifié la traction ? On était sûr du harnais ?» Le harnais n'a pas résisté au freinage. Sa puissance, équivalente à 4G, a multiplié le poids de Tyree par 4. En une fraction de seconde, le harnais déjà ouvert d'une vingtaine de centimètres s'est trouvé soumis à un poids de 680 kg. Une décélération de 4G, ça veut dire que la nacelle et tous ses occupants vont peser 4 fois leur poids. Les forces G ont provoqué une ouverture encore plus grande du harnais. Avec le harnais qui est trop ouvert, avec l'angle d'inclinaison du siège, et ben en fait là les forces vont tout faire pour pousser les gens entre le siège et le harnais. Sans autre protection, le jeune homme a été violemment projeté hors de son siège. C'est l'une des pires vidéos que j'ai jamais vues. Je fais ce métier depuis 27 ans. Devoir l'écouter et la regarder fait partie des pires choses que j'ai dû faire dans ma vie. C'est terrifiant. À Saint-Louis, d'où il vient, tout le monde est sous le choc. Son entourage, ses professeurs, ses camarades de classe sont terriblement affectés par sa disparition. Tyree était connu de tous dans sa ville. Après le drame, viennent l'incompréhension et la colère. Ça n'aurait jamais dû arriver. Jamais. Votre responsabilité est mise en jeu dès que vous modifiez les paramètres du constructeur. C'est ça le problème. Et chaque fois que vous le faites, vous devriez le signaler aux autorités. Sénatrice de l'État de Floride, Geraldine Thompson prépare une loi au nom de Tyree. En attendant, elle veut pointer du doigt les responsables. La question qui se pose et qui motive l'enquête est qui a autorisé le dérèglement de ces sièges ? Qui en a donné l'ordre ? Voilà ce qui reste à déterminer. Le drame de l'Orlando Free Fall montre les limites de la sophistication des attractions et de notre confiance accordée aux machines. Mais de terribles drames peuvent également survenir à bord de simples manèges. Vendredi 27 mars 1998. Sam Ramsey filme ce qui ressemble à une scène de crime. Des journalistes, des enquêteurs scrutent ce manège qui tourne à pleine vitesse. Sam tente de comprendre l'accident qui a blessé sa fille et tué l'une de ses amies. C'était il y a une semaine. Austin, dans l'État du Texas, aux États-Unis. Ce jeudi 19 mars 1998, la foire annuelle de rodéo bat son plein.
C'est une longue tradition ici. Il y a les animaux de la ferme, il y a des attractions, des jeux, tout ce qui fait une fête foraine. Vous vous baladez sur une grande pelouse avec plein d'installations amusantes un peu partout. Il y a de la musique, des ballons, des stands de maquillage. Quand vous arrivez, plein d'odeurs se mélangent. Celles des bêtes, mais aussi de la barbe à papa, des churros et des bonbons. C'est un endroit vraiment joyeux. Comme chaque année, de nombreuses attractions sont présentes à la foire. Parmi elles, l'Himalaya, un grand classique des fêtes foraines. Dans le jargon, les constructeurs appellent ce type de manège un flat ride. Un flat ride, c'est simple, c'est une attraction qui tourne autour d'un axe de rotation fixe. Ça va tourner sur une piste qui va monter et descendre. Vous avez la sensation de tomber parce que ça monte et ça descend en permanence. C'est simplement, on va dire, un manège un peu évolué. En service depuis 1984, l'Himalaya est un flat ride dont les 24 voitures tournent autour d'un axe fixe à la vitesse de 20 km/h, l'équivalent de 10 tours par minute. Samantha Chapman connaît bien l'Himalaya. Le jeudi 19 mars 1998, elle est avec sa meilleure amie, Leslie, laquelle est accompagnée de son petit frère et de son père à la foire d'Austin. Ce soir-là, Leslie m'a invitée à l'accompagner à la fête foraine avec sa famille. On a fait plusieurs attractions avant de terminer sur celle-là. Le manège en question est le fameux Himalaya. À 19h, sous les yeux du père, et munis chacun de leur ticket, les deux adolescentes et le petit Tyler embarquent à bord de la voiture 19. Les trois s'assoient sur la même banquette. Le petit frère est du côté intérieur, l'ami au milieu et Leslie côté extérieur. Les trois passagers n'ont alors aucune idée du danger qui pèse sur leur voiture. « 19h18. Avant de lancer l'attraction, l'opérateur vient rabattre la barre de sécurité, autrement appelée lap bar. Des pièces métalliques, appelées goupilles, lui permettent d'être maintenu au wagon et de pivoter. Une fois en place, la barre de sécurité est attachée à la voiture par un crochet. Vous avez un trou qui est fixe, qui est sur la partie nacelle, et un trou qui est sur la barre de sécurité. Quand la barre, elle se ferme, les deux trous se mettent en face, et là vous pouvez mettre un axe à l'intérieur, et qui bloque la barre. Cela ressemble à une épingle à cheveux, en forme de P. On l'insère à l'intérieur pour ensuite la verrouiller. C'est retenu par des systèmes de fixation très rudimentaires. Dans l'Himalaya, les goupilles de l'attraction sont plus fines que celles recommandées par le constructeur. Le jeu entre elles et la lap bar crée des vibrations au moment où l'attraction est en marche. Avec le temps, les goupilles se sont considérablement fragilisées. Maura Phelan est avocate. Elle représente les familles de victimes. Tout ça aurait pu se régler en un aller-retour au magasin de bricolage. Pour seulement $2 de goupilles, ça ne serait jamais arrivé. On a aussi quelque chose d'assez frappant, c'est qu'il y a eu donc une vérification le matin même de l'attraction et qu'on a relevé des faiblesses au niveau des lap bars, des fixations, etc. sans y prêter attention et sans prendre des mesures à ce niveau-là.
Ce n'est pas la première fois que ce genre de problème est constaté. 5 ans plus tôt, un accident mortel sur un modèle similaire avait obligé le contrôleur à renforcer l'épaisseur des goupilles. Le contrôleur qui avait réparé ce manège est aussi celui qui a contrôlé l'Himalaya quand il est arrivé au Texas pour être monté à Austin. Il a inspecté et il a donné son feu vert. Mais il n'a jamais dit aux opérateurs qu'ils devaient renforcer les goupilles. Parce que c'est obligatoire uniquement en Californie. C'est pas totalement stupide. Une négligence capitale pour Samantha et ses amis. « 19h19. L'opérateur de l'Himalaya donne le départ. Sur l'attraction, l'ambiance est à la fête. Ils mettent de la musique et ils vous font crier en levant les bras. Donc c'est un peu comme sur une montagne russe finalement. 4 tours par minute, puis 5, puis 10. L'attraction gagne en vitesse. À bord, les passagers sont de plus en plus poussés vers l'extérieur. Ils sont soumis à la force centrifuge. Elle entraîne vers l'extérieur tout corps soumis à un mouvement circulaire. Plus ça tourne vite et plus la pression est forte et vous pousse vers l'extérieur. Sauf qu'au bout d'un moment, l'attraction accélère, prend beaucoup de vitesse et les bosses se transforment en airtime, ce qu'on appelle aujourd'hui un airtime, qui est présent sur des montagnes russes, mais qui n'est pas censé être présent sur une attraction de type Himalaya. En accélérant la machine, l'opérateur dépasse la limite recommandée. Là, on vient vraiment exercer une force contre la barre qui a envie un peu de nous éjecter du véhicule. Située du côté extérieur de la nacelle, Leslie subit le poids de ses voisins. Je me rappelle que je ne voulais pas l'écraser, alors j'essayais de faire en sorte de ne pas mettre tout mon poids sur elle. Et Tyler était à côté de moi. Mais il est déjà trop tard. Je me tenais à la barre avec mes 2 mains. Et je me rappelle juste qu'elle s'est détachée. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Sous l'effet de la force centrifuge, les goupilles cèdent et la barre de sécurité se dégonde. Sans rien pour les maintenir, Leslie, Samantha et Tyler sont alors projetés contre le fond de l'attraction. Et en fait, Leslie s'est tapé la tête. Tyler, le petit frère, s'en sort avec quelques blessures. Mais Leslie, touchée à la tête, ne s'en relèvera pas. Au sol, alors que l'attraction est encore en marche, Samantha reprend conscience. J'étais seule avec Leslie. Toute seule pendant un long moment. Et puis quelques minutes après, l'attraction s'est arrêtée. Et des gens ont commencé à arriver pour nous aider. Près du corps de Leslie, un objet inhabituel. La barre de sécurité qui était sur la voiture a été retrouvée sous son corps. L'éjection a été si violente que la barre de sécurité, elle aussi, a été emportée. Je dirais l'erreur supplémentaire qu'avait fait l'opérateur à l'époque, ça a été d'augmenter la vitesse de rotation de l'attraction qui était au-delà de ce que pouvait vraiment subir l'attraction en termes d'effort.
Donc c'est le poids qui s'exerçait sur cette barre qui fait qu'elle s'est ouverte. Une utilisation abusive qui, couplée au matériel défaillant, est impardonnable aux yeux de Samantha et ses proches. Ils décident d'attaquer les responsables en justice pour homicide involontaire. Le niveau d'irresponsabilité est juste... Je n'ai même pas les mots. Ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Leslie avait beaucoup d'amis. Elle était très appréciée. C'était une personne très joyeuse. Toujours souriante, à faire des blagues et à rire. C'était une lycéenne comme les autres ici à Austin, sans histoire. Elle a été victime d'une mort tragique. Cela n'aurait jamais dû arriver, ou même envisagé. À cause de ça, Leslie n'a plus d'avenir. Ma vie a été bouleversée. La vie de ma fille a été bouleversée aussi, car elle ne montera jamais sur l'un de ses manèges. C'est un effet boule de neige. Et même après 25 ans, c'est toujours aussi dur à gérer quand j'y pense. Contrôleurs et opérateurs seront finalement relaxés. Mais l'accident bouscule jusqu'aux plus hautes autorités de l'État. Je m'appelle Terry Keel. À l'époque, j'étais le représentant de l'État du Texas et j'étais responsable du district d'Austin. Mon rôle était d'auditionner toutes les parties et de proposer des solutions pour que cela ne se reproduise plus. À l'époque, au Texas, presque aucune loi ne régit la sécurité des attractions. Il n'y avait aucun moyen d'imposer des inspections ou de signaler des manèges dangereux. En cas de problème, il n'y avait pas de peine prévue, juste une amende. Et il était impossible de fermer une attraction sans ordonnance du tribunal. On ne peut pas prendre des risques pareils sans même faire d'inspection pour assurer la sécurité des attractions. Depuis, tout officier de police peut à n'importe quel moment décider de la fermeture d'un manège qu'il jugerait dangereux. Les opérateurs, quant à eux, encourent des peines de prison si les normes relatives à l'assurance et aux inspections ne sont pas respectées. On a pris le temps d'écouter tout le monde et je pense que ce qu'on a mis en place a permis de sauver des vies. Quant à l'Himalaya, l'attraction a été modifiée. Alors, l'accident de l'Himalaya a entraîné des évolutions là-dessus, sur le système de verrouillage des barres de sécurité. Bien entendu, le verrouillage avec simplement une goupille fendue, ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les lap bars sont toutes verrouillées par des vérins hydrauliques. Mais le danger existe encore. De vieux modèles d'Himalaya circulent sur le marché de l'occasion. Et cela paraît incroyable. Mais certains de ces modèles peuvent encore échapper aux normes en vigueur sur les modèles neufs. Si vous achetez une attraction des années 90, si vous achetez l'attraction aujourd'hui et qu'elle est toujours dans les normes des années 90, vous n'avez aucune modification à faire. Derrière leurs apparences parfois inoffensives et enchanteresses, certaines attractions sont des dangers pour leur public. Cela vaut pour les manèges, mais aussi pour ces parcours aquatiques que l'on croit sans aucun risque. Bienvenue, ou pas, au Thunder River Rapids. Vous pouvez monter sur l'attraction la plus sûre et ne jamais revenir. Dans l'État du Queensland, en Australie, la ville de Gold Coast abrite Dreamworld, le plus grand parc d'attractions du pays. Cela fait plus de 40 ans qu'il existe. C'est un peu devenu un symbole parmi tous les parcs d'attractions en Australie.
Parmi les attractions du parc, le Thunder River Rapids fait référence auprès des familles. Quiconque est déjà venu dans ce parc connaît cette attraction, parce qu'elle est là depuis tellement longtemps. C'est une espèce de rivière artificielle, avec de faux rochers et un décor de jungle. Dans cette attraction longue de 450 mètres, les passagers dévalent une rivière artificielle à bord de rafts pneumatiques de 6 places. Le raft, donc l'embarcation dans laquelle on se trouve, sort de la gare, descend en rapide comme on ferait du raft dans une rivière naturelle. Dans sa descente, le raft va onduler et on va avoir l'impression de monter, descendre et presque de chavirer. On va passer dans des petits tunnels, on va avoir des petits décors. Enfin, c'est un raft, il y en a dans beaucoup de parcs d'attractions. Voilà, ça bouge un petit peu, on va peut-être prendre des vagues, être mouillé, c'est toujours un petit peu drôle. Et les vagues rentrent dans le bateau et en général on ressort assez trempé de ce genre d'attraction. C'est vraiment une attraction familiale où les gens rigolent ensemble. En fin de parcours, les rafts sont ramenés au départ grâce à un tapis roulant appelé convoyeur. C'est avec des lattes en bois. Donc le raft est posé dessus, les lattes tournent et montent la pente. Zone sensible, le convoyeur exige de l'opérateur une vigilance accrue. Par le passé, plusieurs incidents s'y sont déroulés. Mais ils n'avaient été d'aucune gravité. Cette fois, le scénario du pire va se mettre en place. Mardi 25 octobre 2016. Il est 14 h quand un groupe de 4 personnes se présente au Thunder River Rapids. Luke et Rose Bay, mais aussi Kate, la sœur de Luke, venue avec sa fille et Bonnie. Kim Dorset, la mère de Kate et de Luke, a préféré passer la journée au centre commercial voisin. C'était l'une de leurs attractions préférées. Il y avait la même à Sydney il y a quelques années et ils allaient souvent sur cette attraction. La famille arrive dans la zone d'embarquement. À leur côté, une mère et son fils s'installent également à bord du raft numéro 5. Les bouées sont prises dans un courant et à ce moment-là, en fait, elles vont donc entamer le parcours. Le raft est sur sa lancée. Tournant sur lui-même, il surfe sur la rivière à une vitesse de 45 km/h. Pour assurer ce flot ininterrompu, 2 pompes situées en bas du convoyeur aspirent 4000 litres par seconde qu'elles réinjectent dans le parcours. C'est des pompes ultra costauds qui remontent des quantités d'eau infernales. C'est, en fait, grossièrement, si on enlevait tout le mécanisme de la pompe, on pourrait rentrer dedans. Leur capacité phénoménale n'empêche pas ces pompes de tomber en panne fréquemment. Alors que le groupe descend les rapides, l'une d'elles cesse de fonctionner. Mais l'opérateur n'arrête pas l'attraction pour autant. Ils savaient qu'il y avait un problème avec le moteur de la pompe. Mais c'était l'attraction la plus populaire du parc. Alors, pas question de la fermer. Une décision qui va s'avérer fatale. Alors que le groupe termine sa course, le raft 6, situé devant eux, ne flotte plus. Le voilà immobilisé en sortie de convoyeur, sur un rail d'habitude immergé. Donc le bateau est stationné là, il se passe rien. Personne ne remarque la défaillance. Le convoyeur, lui, continue de fonctionner. Arrivé en fin de parcours, le raft de notre famille s'engage sur le convoyeur. Elle est très loin d'imaginer ce qui va suivre.
Ils n'avaient aucune chance. Après 3 minutes d'un parcours sans accroc, le raft numéro 5 s'avance vers la zone de débarquement. Le raft précédent, le numéro 6, bloqué en sortie de convoyeur, lui barre la route. À cet instant, personne ne réalise l'ampleur du danger. Le convoyeur continue de fonctionner. Le bateau qui suit, le bateau qui est arrêté, arrive avec le convoyeur. Le véhicule monte, le véhicule monte, le véhicule monte. Arrive, franchit le convoyeur et vient percuter la bouée numéro 6. Commence alors un engrenage infernal. Poussé par le convoyeur, le raft de la famille se soulève par l'avant et se retourne. Le numéro 5 va se soulever et donc va venir se coincer entre la fin du convoyeur et l'armature en métal. Kate, Luke et Roose B tombent du raft. On a donc des gens qui se retrouvent entre la bouée et le convoyeur, ce qui est absolument abominable. La situation déjà improbable bascule dans l'horreur à cause de l'état du convoyeur. Composé de lattes en bois étalées à l'horizontale, le convoyeur a été modifié plusieurs fois au cours des 30 dernières années. Près de 2 lattes sur 3 ont été retirées, laissant un écart de 78 cm entre elles. Un espace suffisant pour qu'une personne adulte passe à travers. J'ai vu que j'avais plusieurs appels manqués de Kate. J'ai essayé d'appeler Kate, mais elle ne répondait pas. Alors j'ai appelé Luke, sans réponse. Puis Rosie, sans réponse. Et puis j'ai appelé Ebony, mais elle ne répondait pas non plus. Les 4 adultes de l'embarcation, Kate, Luke, Roose B et la femme qui les accompagnait, disparaissent happés dans les rouages du convoyeur. Par miracle, les 2 enfants, dont Ebony, réussissent à s'en extraire. Kate a été la première à être éjectée, et Luke le dernier. Et ils sont tous morts en l'espace de 7 secondes. C'est horrible, rien que d'y penser. 7 interminables secondes, auxquelles il faut en ajouter 10 pour que le convoyeur s'arrête enfin. Dès lors que le convoyeur est arrêté et que la scène se fige, les gens vont très vite essayer d'extirper les personnes, de les aider, de leur faire les premiers soins autant que possible. Les ambulanciers et des médecins qui étaient présents ce jour-là ont dû ensuite aller voir des psychologues, tant la scène qu'ils ont vue ce jour-là sur cette attraction était terrible. Je crois que, comme la plupart des Australiens, ça a été un choc. C'était irréel. À l'époque, Ben Swan est le président du syndicat des métiers de l'industrie pour l'État du Queensland. Et le cas de Dreamworld lui est très familier. Ça m'a rendu malade. Parce que je sais que le syndicat avait pointé des irrégularités en matière de sécurité et de maintenance. On avait reçu plusieurs plaintes au service. Accusée de multiples négligences, la direction du parc est condamnée à verser 3 millions de dollars à l'État pour défaillance de sécurité. Ce genre d'accident n'a jamais qu'une seule cause. C'est souvent le résultat d'une accumulation de petits problèmes qui, bout à bout, finissent par provoquer une catastrophe. Manque de signalisation, absence de capteurs. Le Thunder River Rapids souffrait cruellement de la négligence de son exploitant. Il aurait fallu une alarme sonore aussi, pareil. S'il n'y a pas un arrêt automatique, au moins une alarme sonore, que l'opérateur comprenne qu'il y a un danger. Il n'y en avait pas. Et bien entendu, à la fin du convoyeur,
prévoir l'hypothèse où il n'y a plus d'eau quand les bouées sortent du convoyeur. Parce que si on ne prévoit même pas cette hypothèse-là, c'est de la négligence. L'attraction, conçue et fabriquée par DreamWorld, ne bénéficiait d'aucun audit extérieur. Quant aux 2 opérateurs sur place, aucun n'avait d'accès direct au bouton d'arrêt d'urgence. Mais comme personne n'a appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence, ça leur a pris un temps fou pour arrêter l'attraction, pour stopper le convoyeur. Et c'est ça qui les a tués. Parmi les victimes, Cindy Lowe, 42 ans, laisse derrière elle un mari et 2 enfants. Kim, quant à elle, a perdu une grande partie de sa famille. Kate était une mère formidable. Luke et Kate étaient très proches. Ils faisaient plein de choses ensemble. Luke était si gentil. Et si Luke vous appréciait, il vous aimait à 100%. Rudy était très créatif et je crois sincèrement que Luke et lui étaient faits l'un pour l'autre. Ça a vraiment détruit ma vie. Aujourd'hui, le Thunder River Rapids n'existe plus. En lieu et place de l'ancienne attraction, un jardin rend hommage à la mémoire des victimes. Mais des manèges dangereux continuent de faire le tour du monde. Pourquoi est-ce qu'on continue de faire toujours les mêmes erreurs alors que dans la majorité des cas, tout ce qu'on voit pourrait être évité? Pourtant, la réalité de ces drames reste très faible. Avec une moyenne mondiale annuelle de 182 accidents, dont 51 mortels, le risque d'être blessé sévèrement sur une attraction est infime. Mais la vigilance reste de mise. Si tout le monde faisait un peu plus d'entretien sur ces attractions, ou que dès la conception de son attraction, un concepteur faisait les choses en privilégiant d'abord la sécurité avant de privilégier le prix et le prix de vente, je pense que ça aiderait beaucoup les choses. Il faut que les visiteurs se sentent plus responsables par rapport aux attractions, aux consignes de sécurité, aux restrictions. Ce n'est pas parce que ce sont des environnements sous contrôle que ce sont des environnements sûrs. Prévoyance, contrôle, connaissance des risques. L'industrie des loisirs doit constamment travailler à la fiabilité des attractions. Il en va de son image et de la confiance du public.